vais vous présenter un petit peu des bâtiments. Alors, c'est pas tous, ils n'ont pas tous fait appel à nous pour leur réhabilitation, mais pour montrer effectivement que c'est possible d'arriver, de trouver un bon équilibre, en tout cas, entre préservation patrimoniale et performance. Juste rapidement, voilà, hein, les objets de l'association Thiès-Brest, Maison et Paysages de Bretagne, donc à savoir la sauvegarde du patrimoine bâti, la sensibilisation, la transmission de savoir-faire à travers notre organisme de formation et l'accompagnement à travers nos missions de conseil qui ont été développées un petit peu avant. Voilà, très rapidement. Et donc voilà, donc on fait tout ça. Donc tout d'abord, oui, effectivement, on vit plus comme avant. Une citation que j'aime bien, un livre que j'aime bien citer, c'est Mémoires d'un paysan bas breton de Jean-Marie de Guigné. C'est un paysan qui fait ses mémoires, hein, comme le titre l'indique. Et il nous raconte en 1901, si ma mémoire est bonne, qu'il nous parle de ces canailles de bourgeois avec leur fourrure épaisse et leur chambre claire chauffée à 12 degrés. Donc on vit plus comme ça. Donc on est en 1901 à l'époque. Et du coup, oui, on a tous conscience qu'il faut améliorer les performances du bâti ancien, qu'on n'a plus les mêmes modes de vie aussi, donc on va induire aussi des nouvelles contraintes qu'on va exercer sur le bâti, l'humidité hein, principalement, hein, en tout cas la condensation dont mes prédécesseurs ont déjà parlé. Et donc tout ça va induire des stratégies qui vont devoir être adaptées à ces contraintes spécifiques. Voilà. Donc nous, c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire tout ça pour essayer de trouver, je vais pas développer ça, mais en tout cas trouver la ligne de crête entre la préservation du bâti et la performance énergétique, parce qu'on a bien conscience aussi en tant qu'association de patrimoine qu'il faut arriver sur des bâtiments anciens qui répondent aux injonctions modernes, hein, aux exigences modernes. Et donc voilà, donc un peu ce qu'on cherche. Donc ça, je ne reviens pas sur le fonctionnement hygrothermique que Myriam a très bien développé tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, dans nos stratégies, ce que je peux rajouter, c'est l'eau est bien évidemment le fil rouge d'une stratégie de réhabilitation réussie. Et donc c'est un point sur lequel il va falloir être très vigilant. Donc voilà. Donc souvent, nous, on commence par préconiser, d'ailleurs, ça peut paraître bête, hein, mais souvent de faire une maison saine avant de faire une maison performante. D'ailleurs, les gens qui viennent nous voir en conseil viennent souvent nous voir pour arriver à la maison performance, mais ont souvent occulté ce côté assainissement qui est un préalable indispensable. Donc là-bas, je vous présente une maison d'un de nos adhérents qui est située à Rémouillé, dans le 44, en Loire-Atlantique. Donc 18e, je crois, si ma mémoire est bonne, le propriétaire est là. Je parle sous son contrôle. Et donc voilà, donc un bâti où il y a eu, c'est une réhabilitation totale, hein, donc tout a été revu, complexe de toit, complexe de sol, complexe de mur. En toit, c'est souvent ce que nous on préconise, c'est d'aller sur des choses assez performantes parce que c'est des complexes qu'on maîtrise plutôt bien et qui présentent, dans la mesure où les matériaux sont adaptés, les techniques de mise en œuvre, et qui présentent assez peu de risques en termes d'altération du bâti et qui permettent des gains de performance qui ne sont pas négligeables. Ça. Et très bonne isolation de sol aussi, avec des petites spécificités dans ce bâtiment, avec un chauffage par hypocaustes aérolique dans le sol, un chauffage au sol aérolique. Et une isolation des murs. Alors, on va plutôt parler de correction thermique. Ici, on est sur plusieurs techniques, des chaux-chanvre alors en projection manuelle, des chaux-chanvre en banché, et des terres-chanvre pour une autre partie, donc plutôt des stratégies de correction où on va essayer de maximiser le confort. C'est souvent le parent pauvre un petit peu de la réhabilitation. On pense beaucoup performance énergétique, on pense rarement confort thermique. Les deux notions ne sont pas totalement corrélées. Et la calorie qui coûte pas cher, c'est celle que vous n'avez pas besoin de produire. Donc travailler le confort thermique, pour nous, c'est la base. La performance ne vient que complémenter, en tout cas pour les murs, que complémenter ce confort thermique.
Donc voilà, donc on arrive sur un budget travaux sur ce bâtiment-là qui va tourner autour des 1 000 € le mètre carré habitable à peu près, et avec un niveau de consommation chauffage ECS qui va tourner autour des 100 kW mètre carré par an. Donc des consommations qui sont tout à fait raisonnables, voilà, pour un budget qui reste raisonnable. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup d'autoconstruction, il y a eu même de la formation Thiès-Breiz aussi. Donc voilà, ce qui permet aussi d'avoir des budgets qui se tiennent très bien, comme ça. Donc voilà, avec, bien sûr, hein, nous, c'est ce qu'on préconise aussi, c'est-à-dire d'avoir une stratégie d'intervention qui est globale et qui est pensée comme ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte, pour avoir suivi des bâtiments, que quand les gens scindent les lots, c'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont changer le mode de chauffage une année, et puis 2 ans après, ils vont changer les fenêtres, et puis, etc., sans vision globale et sans penser aux interactions. Myriam nous présentait la guidance wheel, un superbe outil du CREBA qui permet de montrer que chaque fois que vous touchez à un paramètre dans un bâtiment, vous changez l'intégralité du système. Donc là, voilà, une partition qui est bien écrite permet de jouer une symphonie mélodieuse. Voilà. Donc voilà, c'est ce que notre ami a fait ici. Et donc voilà, donc avec, où on a pu préserver en plus les aspects patrimoniaux, alors tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment, avec notamment des planchers à quenouilles. Donc voilà, plein de choses qui étaient des choses à caractère patrimonial, mais qui vont avoir des incidences assez bénéfiques sur le bâtiment. Par exemple, pour ce qui est du plancher à quenouilles, des dalles en terre, pour ceux qui ne connaisseraient pas, d'étage, ça permet de ramener pas mal d'inertie à cœur du bâtiment, donc d'avoir des bâtiments qui fonctionnent bien sur des modes inertiels, quoi. Donc voilà, quelques photos en phase travaux. Donc voilà, le complexe de sol. Donc on ne voit pas toute la technologie qu'il peut y avoir en dessous, mais voilà, tout ça est très bien réalisé. Un autre bâtiment, Aigrefeuille-sur-Maine. Alors celui-là, il est encore en travaux, il n'est pas fini, donc je n'ai pas encore les données de conso, mais il y a eu pas mal d'expérimentations. Notamment, il est quasi intégralement traité en chaux-chanvre, celui-là, des complexes de toit. Et puis il y a un petit peu de stratégie. Alors, je ne vous ai pas mis de photo de l'extérieur parce que c'est pas fini, mais il y a des vérandas, des vérandas, pardon, pas des vérandas, des serres, type serre 19e, qui sont prévues sur ce bâtiment-là pour en augmenter aussi les performances. Et donc voilà, on a bon espoir que ce bâtiment-là va très bien fonctionner également. J'ai pas dit d'ailleurs pour le bâtiment précédent, il reste encore un lot qui va encore améliorer les performances du bâtiment, c'est les enduits extérieurs. On parlait de la gestion de l'étanchéité à l'air qui est importante. Voilà, des projets qui ont été réalisés par un architecte ici présent aussi, je l'ai vu tout à l'heure, Bertrand Robert. Donc c'est du projet public, c'est pour montrer que c'est aussi possible en public. Donc voilà, où on est à peu près sur les mêmes niveaux de consommation que ceux vus précédemment, hein, des 100 kW. Et pour des coûts de travaux alors un peu plus élevés sur celui-là, un peu moins élevés sur celui d'après. Et on a réussi à trouver un équilibre entre la préservation de l'architecture patrimoniale et des niveaux de performance qui sont plutôt bons et qui tiennent dans des enveloppes budgétaires qui sont malgré tout assez contraintes. Vous voyez, sur ce projet-là, hein, on est allé à peu près à 1 000 € le mètre carré, quoi. Donc pour de la réhabilitation globale, c'est des enveloppes qui sont très bien tenues, quoi. Voilà, et je vous ai sorti aussi quelques projets qui sont sous label Effinergie, donc qui sont en bâtiment basse consommation patrimoine. Donc dans le Grand Ouest, hein, 88 kW par mètre carré par an. Et donc là, vous voyez, hein, sur ce projet-là, on arrive très bien à gérer ce projet tout en gardant des esthétiques qui sont des esthétiques qui ont quand même encore permis de préserver un peu le caractère patrimonial du bâtiment, à savoir là des logements sociaux et des salles collectives, des locaux associatifs, si ma mémoire est bonne. Et voilà, et un projet individuel de la même façon en Bretagne aussi, où là on est encore en dessous, hein, on est à 63 kilowatts mètre carré par an. Donc encore une fois sous label BBC Renault, quoi. Et enfin, on peut aller sur des stratégies encore plus performantes. Donc là, on a un bâti en terre, une grange en terre,
en Bauge. Donc, bon, un habitat, il faut le dire quand même, avec une base thermique qui est très très bonne. Hein. L'habitat terre est en bâti ancien des habitats les plus performants. Et voilà où on va aujourd'hui sur ce bâtiment-là. On est sur des consos qui sont inférieurs à peu près en chauffage ECS, inférieurs à 50 kW par mètre carré par an. Alors, il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré qui explique aussi ce niveau de performance, parce que je précise aussi qu'il n'y a pas d'isolation sur les murs périphériques. On est sur un terre-chanvre de 3 cm, donc rien, quoi, quasiment. Hein. C'est plus esthétique que vraiment, on ne peut pas vraiment parler d'isolation. Malgré tout, bah voilà, hein, tout le fonctionnement de cette maison fonctionne grâce à la stratégie thermique qui a été mise en place, notamment parce qu'il y avait un pignon qui s'écroulait et qui a été transformé en baie, et avec toutes des batteries thermiques, des complexes de sol à forte inertie pour lisser les courbes de température sur l'année et pour chauffer la maison, et du solaire actif là pour l'eau chaude sanitaire. Donc voilà. Tout ça pour dire, on peut arriver sur des techniques quand même un peu innovantes, tout en restant dans des esthétiques patrimoniales. Donc voilà, ici c'est un chantier de formation qu'on avait et où on a réalisé des chaux-chanvres, des terres-chanvres en l'occurrence, en projection machine et voilà, et des complexes de sol à inertie et bien isolés. Et voilà, et aujourd'hui avec des méthodes modernes, hein, on peut avoir je parlais de projection machine, c'est ce qui est en train d'être réalisé sur ce chantier-là. Voilà, qui permettent de garantir des bons équilibres, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, la ligne de crête entre performance, préservation du fonctionnement technique du bâti ancien et préservation des architectures patrimoniales. Donc les 3 piliers dont parlait Myriam tout à l'heure. Et on peut arriver sur des esthétiques modernes, assez contemporaines, et tout en gardant tous ces aspects-là, tous ces paradigmes dont je parlais précédemment. Voilà. Je vous remercie. Ah, pardon, j'avais oublié le plus important, excusez-moi. C'est ma petite diapo de conclusion. Donc voilà, nous, c'est un peu comme ça qu'on considère, pardon, les projets, excusez-moi. J'aime bien être applaudi 2 fois, ça doit être pour ça. Donc c'est, en tout cas, mais Myriam le rappelait tout à l'heure, en tout cas, une bonne stratégie de réhabilitation commence toujours par un bon diagnostic au départ de ce qui fait toutes les composantes d'un bâti, tant sur le plan technique que sur le plan architectural, mais aussi le diagnostic de l'usager est important, parce que, on le rappelait tout à l'heure, on ne vit pas tous pareil, c'est important de se connaître pour faire un projet qui va trouver en tout cas les points d'accroche entre ce qu'offre le bâti dans toutes ses dimensions et la velléité du porteur de projet, quoi. Et voilà, et ce que je disais, on essaye, nous, en tout cas, ce qu'on promeut, c'est essayer de trouver la ligne de crête, effectivement, entre performance, sans altérer pour autant la pérennité du bâti. Voilà, et d'assurer à travers ça le confort thermique. Et j'ai rajouté aussi, pardon, avoir une approche située et territoriale. C'est-à-dire que Myriam en parlait à la fin de sa présentation sur des déclinaisons locales, en tout cas des conseils qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en considération l'environnement dans lequel un bâtiment se trouve pour avoir des stratégies qui sont assez malignes. Ce que je veux dire par là, c'est on ne va pas traiter de la même façon un bâti à Pornic qui a la vue à 180 degrés sur la mer et un moulin en fond de vallée dans les terres. Donc c'est bien prendre en considération l'environnement conditionne beaucoup dans la performance d'un bâtiment derrière. Voilà, je vous remercie pour de vrai cette fois-ci.